de nos journées, donc qui va porter sur genre et développement. Je me présente, donc je suis Stéphanie Treillet, maître de conférence en économie et chercheur au CEPN et en économie du développement. Donc je vais dire quelques mots très très rapides d'introduction avant de présenter les quatre intervenantes à cette table ronde. La prise en compte de la dimension du genre dans le développement est relativement récente par rapport à l'économie du développement, et surtout elle a, et heureusement, beaucoup progressé à la fois quantitativement mais aussi qualitativement, puisqu'on a commencé dans les années 70 à parler de Women and Development, puis Women in Development, qu'on traduisait en français par femmes et développement. Bon, et c'est seulement au bout de quelques temps que, prenant en compte les travaux des chercheuses féministes, on a commencé à parler de genre et développement pour véritablement prendre en compte la question des rapports sociaux, même si les exceptions, et on aura l'occasion justement d'interroger nos intervenantes là-dessus, de cette prise en compte du thème ne sont pas forcément les mêmes pour toutes les chercheurs et tous les chercheurs. Il peut y avoir des débats. On est parvenu parfaitement à une certaine transversalité de la prise en compte de cette question, dans ce qu'on va appeler en anglais le mainstreaming, dans le développement, mais cette transversalité peut avoir des contreparties. D'abord, une institutionnalisation indéniable de la prise en compte de cette question, au niveau bien sûr des organisations internationales, des bailleurs de fonds, des ONG, de certains gouvernements. Et donc, que penser de cette institutionnalisation? Ça sera notre deuxième question. Et enfin, de quelle façon la prise en compte transversale de cette dimension, comme celle d'ailleurs de l'environnement, il y aurait beaucoup de parallèles à effectuer, eh bien, peut reconfigurer radicalement la question du développement, ce qui fait partie finalement de la problématique générale de nos journées, comment penser le développement aujourd'hui, et comment donc l'introduction du genre, la prise en compte du genre, eh bien, oblige à penser différemment, de façon nouvelle, le développement, et notamment aussi le développement durable. Alors, pour répondre à cette question, nous avons le plaisir d'avoir la présence de Sophie Charlier et d'Isabelle Yepes, qui sont toutes les deux chercheurs au Centre d'études du développement à l'Université de Louvain en Belgique. Donc Sophie Charlier est ingénieure agronome et coordinatrice de recherche-action dans l'association Le Monde selon les femmes. Isabelle Yepes est sociologue et elle a surtout travaillé en réseau avec des universités et organisations de femmes en Amérique latine. Chantal Damy est historienne et spécialiste notamment de l'histoire de l'Afrique contemporaine avec un accent mis sur l'agriculture, chercheur au Centre d'études en sciences sociales sur les mondes africains, américains et asiatiques, consultante en genre et développement et enseignante à l'Institut d'études internationales du développement à Genève. Et enfin, Elisabeth Hoffman est maître de conférence en économie, spécialiste également d'économie du développement et des questions de genre à l'Université de Bordeaux-Montaigne et chercheur au LAM, les Afriques, le centre donc, CNRS, les Afriques dans le monde. Alors la première question donc, à laquelle elles vont devoir répondre, et je les en remercie, c'est: pouvez-vous expliquer en quelques minutes votre recherche autour du titre de la table ronde genre et développement et votre positionnement par rapport aux différentes approches du thème? Bonjour à tous et toutes. Merci beaucoup pour cette occasion d'échange. La manière comment nous nous positionnons par rapport à cette première question est profondément liée à notre ancrage institutionnel. Nous faisons partie du Centre d'études du développement qui considère que le développement s'y est abordé avec une perspective historique et systémique, permet de comprendre les transformations, tous les processus de transformation. Alors, c'est pour cela que nous avons trouvé dans la proposition analytique de Jeanne Scott un élément très important pour le développement de nos recherches. Aujourd'hui, dans mon intervention, dans cette première partie,
je veux présenter une recherche dans les Andes péruviens, mais d'abord peut-être rappeler un peu ce qu'on comprend quand on parle que le genre est un système. Ça veut dire que c'est un système parce qu'il comprend plusieurs choses. Il comprend des pratiques, des représentations, des normes, des valeurs sociaux élaborées par les sociétés à partir de la différence homme-femme. Ça veut dire qu'il inclut, par exemple, un système hiérarchisé des statuts et des prestiges sociaux, un ensemble de rapports sociaux des sexes fondés sur la division sociale du travail, des symboles officiellement et culturellement disponibles qui évoquent des représentations symboliques. Et dans les Andes, la question des mythes est importante. Il y a un système stratégique du pouvoir. Alors, on s'est dit, à partir de cette vision globale et holistique, on va travailler avec un groupe de chercheurs de l'UCL Louvain et d'autres universités belges, avec des chercheurs sur place d'une université régionale, la UNSAC, qui est située à Cusco, et avec des doctorants des deux côtés et des étudiants des deux côtés. Il faut dire que c'est une région où on parle quechua. Une partie importante de ces entretiens a été faite en quechua et a incorporé en fait des savoirs locaux aussi en termes de connaissances et en termes d'interpellation pour la compréhension de ces systèmes de genre. Alors là, vous savez, très rapidement, la région, vous savez, la Cusco, on voit ici la province de Picanchis, les districts de Congate, et ici on a les communautés paysannes. Alors ce que nous avons pu voir, c'est que dans ces 50 ans, il y a eu des transformations très profondes. On a eu d'abord un régime latifundiaire avec des relations de servitude, après une réforme agraire qui a donné la terre aux paysans, et une communauté paysanne qui avait une propriété collective de la terre. Après, on a vu un processus de modernisation et de marchandisation des terres, ce qui a changé aussi la situation des femmes et des hommes à l'intérieur de ces processus. On a vu aussi des changements liés à la connectivité, à la construction d'une grande route qui rompait l'isolement de cette province et qui permettait qu'elle se lie à la capitale, mais aussi qui arrive jusqu'au Brésil en passant par l'Amazonie. Ça, c'était un changement majeur. Et on a vu l'émergence de ce qu'on appelle les nouvelles ruralités, où les liens entre le secteur rural et la campagne et la ville se font beaucoup plus étroits. En fait, mais ce qui m'intéresse, si vous voulez, c'est voir quels sont les éléments qui sont des éléments qui vont changer, qui vont avoir une incidence sur ce système de genre. Le premier élément qui nous semble très important, c'est que la propriété de la terre va changer profondément. Et nous sommes dans un processus de privatisation des terres. Et alors, ça pose la question de qui hérite les terres, quand cette terre devient aussi une marchandise. Un deuxième élément qui nous semble important aussi, c'est voir comment la connectivité crée une différenciation interne à l'intérieur des communautés. Il y a des communautés qui sont beaucoup plus proches de la route, il y a des communautés qui bénéficient de cette connectivité, mais d'autres communautés qui sont plus isolées, dans laquelle l'accès à l'eau est beaucoup plus déficient, etc. Alors ça, c'est l'autre élément. Le troisième élément, qui n'est pas moindre, c'est les transformations culturelles. Et ça, c'est important. Dans ces 50 ans, il y a l'éducation qui s'est généralisée. Et alors, aujourd'hui, l'éducation des filles, à différence d'un autre moment, s'est généralisée également, mais c'est une éducation des zones rurales qui est, par rapport aux zones urbaines, avec beaucoup de difficultés et de problèmes. Et alors, il y a aussi la question d'Internet et tous les imaginaires qui vont avec et les styles de vie. Il y a un quatrième élément qui, pour nous, c'est très, très, très important, c'est que pendant ces 50 ans, la violence des femmes n'a pas arrêté. Cette violence des femmes a changé
pas la période de de la concentration de la terre, des latifundios, les patrons avaient le droit de violer la femme d'un paysan. Dans les périodes de modernisation, cette violence envers les femmes a augmenté également. Hein. Il a pris de différentes formes. Et aujourd'hui, si vous voulez, un élément, c'est que l'activité minière s'invite aux communautés. Dans ces territoires, il y a beaucoup d'or. Et alors, qui a la gestion de l'or? Qui participe à ça? Il y a tous les systèmes de traite des êtres humains. Alors, c'est que nous avons voulu voir cette idée des générations sociales, mais aussi voir les générations à l'intérieur d'une même famille. Et là, vous avez 3 membres d'une famille, la grand-mère et Maria, qui a vécu la période de la latifundia, qui n'a pas été à l'école, qui s'est mariée quand elle avait 15 ans avec quelqu'un qu'il ne connaissait pas, mais que la famille avait décidé qu'il devait se marier avec. Heureusement qu'ils sont si bien entendus, qui a eu 6 enfants et qui était toujours lié et continue à être lié à l'agriculture d'autosubsistance. Il y a Carmen, qui a eu 2 ans de scolarité seulement, mais qui a participé à tous ces processus de modernisation et qui a mis dans l'agenda l'éducation de ses filles. Et il y a troisièmement la fille qui a suivi des études universitaires, mais il y a eu 2 filles. Il y a une fille qui, après ses études, il a quitté la communauté. Pourquoi? Parce qu'il trouvait une place dans la communauté. Il considérait que la communauté était très contraignante. Il y a l'autre fille, Yolanda, qui a retourné à la communauté et qui a des difficultés à trouver un emploi. Et tous les 2 filles, ils sont, si vous voulez, ils veulent avoir une maîtrise de leur vie. L'autonomie, ils disent, c'est pas contradictoire avec une vie communautaire, si bien ça pèse lourd. Alors, c'est pour vous montrer cette idée de comprendre le genre à partir d'un système, permet de voir ça comme un processus. Et ça nous permet de dialoguer avec des autres approches. Je n'ai pas le temps de développer, mais pour nous, ça a été très, très important de prendre en considération l'intersectionnalité. En fait, comment nous travaillons avec des populations indigènes et comment le croisement d'une situation d'exploitation économique avec un problème d'ethnicité et un problème de genre fait que, comme j'ai mis là, les femmes sont plus indigènes. Ça veut dire qu'ils ont beaucoup plus de difficultés que les hommes. Et pour finaliser, en fait, il y a tous les débats que je ne vais pas aborder de manière très large, mais qui nous semblent importants. Est-ce que les genres, on n'a pas commencé à se dire si c'est une catégorie occidentale ou pas? La question qui me semble importante, qui est présente au début de cette phrase, les genres et les patriarcats ont-ils existé pendant la période précoloniale en Amérique latine et en Afrique, mais sommes-nous en face d'un passé sans inégalité? En fait, ça c'est une question qui a été posée et qui est discutée en Amérique latine, et il y a 2 représentantes, une qui va dire qu'il y a eu, par rapport à l'Amérique latine, je ne me positionne pas par rapport à l'Afrique parce que je ne connais pas assez, mais par rapport à l'Amérique latine, ces premières positions considèrent qu'il y a eu une complémentarité entre hommes et femmes, et une deuxième qui dit qu'il existait des relations de patriarcat de faible intensité avant l'inclusion coloniale. Et ça, c'est mon point de vue. Moi, j'ai, par exemple, une chose, et avec ça, je finis, il me semble que dans tous les différents moments historiques, le corps des femmes a été un corps qui a souffert la domination coloniale. Excusez-moi, mais si une femme est violée par un blanc, par un noir ou par un indien, ce n'est pas une chose acceptable. Vous voyez, en fait, ces relations d'inégalité traversent toutes les sociétés et tous les moments historiques. Et j'ai fini avec ça. Merci beaucoup. Alors, est-ce que tu veux peut-être... Alors, je vais essayer de tenir
le temps qui est assez contraint. Pour répondre à cette première question, je vais commencer par revenir très brièvement sur la manière dont l'approche genre s'est imposée dans le champ du développement. Euh, au départ, en fait, au lendemain des indépendances, au lendemain des indépendances, notamment des indépendances africaines, la perspective était de cibler les femmes, de travailler pour amener les femmes à... Ah, pardon. Je vais peut-être enlever, c'est pas... peut-être... Oui, j'ai pas de PowerPoint, donc il faudra débrancher. Ah ben, après, il faut tenir... Ouais, je vais... Donc, comme je disais, la perspective était d'améliorer la situation économique des femmes, la situation sanitaire et la situation alimentaire, etc. Dans cette perspective, la perception était de voir les femmes uniquement comme des bénéficiaires de projets de développement. Et, euh, et avec une vision assez stéréotypée du rôle des femmes, notamment dans les ménages, dans le rôle reproductif. Donc ces approches éludèrent les rapports sociaux de sexe qui étaient profondément inégalitaires et qui étaient fondés sur la subordination des femmes. Et le résultat était notamment la marginalisation des femmes, et on l'a très bien vu lors des plans d'ajustement structurel qui ont aggravé la situation de pauvreté des femmes. Et la Banque mondiale a d'ailleurs parlé de féminisation de la pauvreté, notamment en milieu rural. Dans les années 70, le développement des études féministes, la recherche sur le genre et la montée en puissance aussi des organisations féministes à l'échelle internationale a permis de prendre en compte progressivement l'approche genre dans le champ du développement. Et les organisations internationales du développement se sont appropriées ce concept. Et en 1995, la conférence de Pékin sur le statut des femmes a contribué à promouvoir l'approche genre dans les actions de développement. Donc il fallait répondre à cet impératif d'empowerment des femmes, d'intégration des femmes dans le développement. Mais on se rend compte que cette approche a, complètement laissé de côté l'approche subversive qui était au départ l'essence même du concept genre, il s'agissait de remettre en question les rapports inégalitaires entre les sexes dans les sociétés. Alors, comment concrètement cette perspective peut permettre de comprendre et d'articuler justice sociale et développement? Donc ici, je vais présenter les analyses issues des travaux de terrain, donc des travaux que j'ai menés en tant que consultante dans le secteur de l'éducation et dans le secteur du développement rural. Alors, dans le secteur de l'éducation et de la formation professionnelle, on sait que le niveau d'instruction des femmes a une incidence sur leur fécondité, sur le contrôle qu'elles exercent, sur leur santé et celle de leurs enfants, et plus globalement sur leur agentivité, c'est-à-dire leur capacité d'action. En Afrique, même si des progrès ont été réalisés dans ces domaines, on constate la persistance des inégalités de genre dans le secteur de l'éducation, avec des données de la Banque mondiale qui montrent que 30% des filles en âge de fréquenter l'école primaire sont toujours en dehors du système scolaire. Et les écarts de scolarisation entre les filles et les garçons se renforcent, notamment à partir de l'adolescence. Donc on voit que ces écarts sont expliqués notamment par l'influence des représentations sur les rôles attendus des filles et des garçons et leur place dans la société. On voit aussi que l'environnement scolaire joue un rôle important dans le maintien des filles à l'école.
Alors, diverses raisons sont expliquées, sont avancées pour expliquer ces inégalités, notamment les pesanteurs socio-culturelles. Par exemple, les pratiques matrimoniales qui favorisent les mariages précoces des filles. Et ce phénomène de mariage précoce est vraiment renforcé, notamment dans les zones rurales, par la situation de pauvreté et les responsabilités domestiques des filles dans les ménages. On voit aussi que l'environnement scolaire peut constituer un frein au maintien des filles à l'école. Les phénomènes de VBG sont fréquents. Dans les établissements scolaires, on note une absence forte de prise en compte, par exemple, de la question de la gestion de l'hygiène menstruelle qui est un facteur vraiment très, très important de décrochage scolaire chez les adolescentes. Et on voit aussi une absence de pratiques pédagogiques sensibles au genre. Je vais passer, je passe aussi sur d'autres aspects comme la préférence des parents pour l'éducation des enfants. C'est un élément qui est en train de diminuer, mais on note que dans les zones rurales notamment, avec la situation économique, on voit toujours que les parents ont tendance à préférer l'éducation des garçons à celle des filles. Dans le domaine du développement rural, la question des terres est toujours centrale dans l'accès des femmes dans la sortie de la pauvreté des femmes. Et même si les législations ont beaucoup évolué dans ce domaine, on voit que les mécanismes traditionnels de répartition du foncier jouent toujours en défaveur des femmes. Et on a aussi les accès aux opportunités économiques, crédits, etc., qui sont très, très contraints pour les femmes. Et s'il faut faire le lien avec les changements climatiques, dans des sociétés où ce facteur, par exemple les sécheresses, etc., conduisent à la réduction des ressources en eau, ressources en terre, les femmes sont principalement les victimes de ces effets du changement climatique. Pour conclure rapidement sur ce point-là, il faut dire que les analyses à la lumière, les analyses des enjeux du genre mettent en lumière donc les contraintes qui freinent l'épanouissement des femmes et la réduction de la pauvreté, en particulier dans le milieu rural. Et l'une des pistes pour atteindre l'objectif de réduction de l'écart, par exemple, du niveau d'instruction entre les hommes et les femmes et améliorer le taux d'alphabétisation est effectivement de prendre en compte l'approche genre dans les projets de manière globale. Des projets qui facilitent, qui sont censés apporter des solutions, par exemple, aux questions de pauvreté. Donc, il faut développer aussi la recherche dans la production de la connaissance sur ces questions qui restent très, très marginales, notamment dans les universités africaines. Mais les choses, quand même, évoluent. Voilà, merci beaucoup. Merci beaucoup. Je vais juste faire un clin d'œil qui fait référence à l'introduction de Stéphanie. Quand j'avais fini mon DEA, j'avais un projet de thèse sur genre et économie du développement. Et à l'époque, on m'a dit, mais vous vous trompez de département, il faut aller chez les sociologues si vous voulez travailler sur le genre. Donc, je suis contente qu'aujourd'hui, quand même, on a fait du chemin. Et je me réjouis aussi que cette table ronde puisse avoir lieu dans le cadre d'un colloque qui n'est pas spécifiquement sur le genre. Bon, après, on reste que des nanas autour de la table ronde. C'est pas un hasard, mais voilà. En effet, par rapport à l'économie du développement, le genre a fait du chemin, c'est vrai, et ça me réjouit. Alors, par rapport au positionnement sur les différentes approches, je vais peut-être plutôt revenir dessus en répondant à la deuxième question, d'autant plus que mes prédécesseurs ont dit plusieurs choses déjà avec lesquelles je suis assez en phase.
Mais je vais présenter un projet qu'on a en cours, notamment avec des collègues, dont Isabelle Droit, qui est avec nous dans la salle, qui est vraiment sur cette question que vous venez d'évoquer aussi, comment intégrer le genre dans ces projets de développement, les programmes et politiques de développement qui sont quand même des vecteurs assez importants aujourd'hui. Alors, notre projet s'appelle Arpège. C'est basé sur plusieurs constats, sur toute une série de constats. D'une part, on a remarqué que les formations classiques en genre souvent ont peu d'effet en termes de changement des pratiques parce que l'opérationnalisation dans les contextes vraiment du travail, du développement semble assez difficile après une semaine d'atelier, quoi. En plus, il n'y a pas de démarche passe-partout sur intégrer le genre dans une démarche projet, bien sûr. D'autant plus que l'approche projet, quand on regarde bien, avec ses temporalités, son cadre assez figé, une approche projet n'est pas vraiment adaptée à déclencher des transformations profondes. Donc, il est très important dans les projets de développement d'identifier les marges de manœuvre qu'on peut avoir éventuellement dans un contexte précis, dans la temporalité qui est celle du projet. Et tout cela fait que, voilà, on est un peu en décalage avec les manuels sur genre et développement et ce qu'on dit dans les formations classiques. Et notre hypothèse centrale, c'était de dire que, in fine, que le genre soit pris en compte dans un projet ou pas, ou qu'un projet puisse avoir des effets sur les rapports sociaux entre hommes et femmes, ça dépend, in fine, de ces acteurs de terrain, de l'équipe qui met en œuvre un projet. Parce que c'est cette équipe-là qui doit vraiment non seulement mettre en œuvre peut-être des activités spécifiques ou certaines méthodes, mais aussi par sa posture, doit incarner finalement cette volonté d'œuvrer en faveur de plus d'égalité femmes-hommes. Montrer le bon exemple. Je vous donne un exemple d'un projet au Bénin. Il y avait bien un binôme homme-femme de l'équipe de projet qui intervenait dans une séance pour un budget participatif communal, mais c'est l'homme qui parlait et la femme qui faisait passer la feuille d'émargement. C'était pas terrible en termes d'exemple. Donc on travaille au sein d'Arpège avec 3 ONG françaises qui ont des projets de développement. Toutes les 3 ont des projets de développement à Madagascar et aussi au Sénégal. Et c'est surtout avec les 3 projets à Madagascar qu'on travaille. Et on a commencé à engager les équipes de ces 3 projets de développement dans des recherches-actions participatives. En se disant, si les formations ne fonctionnent pas, peut-être c'est en engageant les équipes dans ce travail d'expérimentation et vraiment de réflexivité sur quels sont vraiment les enjeux genre dans notre contexte et comment on peut agir dessus. C'est peut-être ça qui peut faire avancer le schmilblick un peu et donner vraiment corps et une certaine efficacité à cette intégration du genre dans les projets de développement. Donc il y a différents cycles de recherche-action participative. On est dans la dernière phase de ce projet. Mais voilà, je voulais vous le présenter. D'ailleurs, on va faire une communication qui s'appuie aussi sur Arpège dans l'atelier C à 14h30, salle 307, si ça vous intéresse. Mais voilà, pour mettre un peu en avant un questionnement qui me semble très important et complémentaire à ce que mes prédécesseurs ont dit sur genre et développement. Vraiment le côté très pragmatique et opérationnel concrètement. Oui, je m'arrête là, Stéphane. Merci. La proposition qui est faite, c'est de prendre la deuxième question avec une série d'interventions de la même façon et ensuite de vous donner la parole. Voilà. Donc, c'est le tour de Sophie donc, pour la deuxième question.
qui prend la suite de la première, évidemment. Ok. Bon, bonjour à toutes et bonjour à tous, et puis surtout merci de nous donner l'occasion de pouvoir échanger avec vous. Donc cette question sur l'institutionnalisation du genre, nous avons voulu l'aborder d'abord en se posant certaines questions au départ, et on va rester bien sûr sur une série de questions aussi, mais c'est d'abord qu'est-ce que l'on entend par l'institutionnalisation, et surtout de qui parle-t-on comme acteur et comme actrice, et ça reprend un peu ce qui a été dit aussi précédemment. En tout cas, nous, on va prendre l'angle de l'impact des institutions internationales et des politiques, surtout des institutions internationales et des institutions gouvernementales par rapport à genre et développement, sur les ONG et sur les mouvements sociaux et bien sûr les acteurs et les actrices à la base. Mais ça nous nécessite aussi de quand même réfléchir, et je pense que ça l'a déjà été un petit peu dit, mais que les acteurs, les actrices ont des logiques différentes et ont des logiques qui s'opposent. Donc c'est vrai que je vais peut-être un peu avoir l'impression de généraliser, et pourtant il y a évidemment énormément de nuances, et parfois des nuances qui s'opposent, et parfois des objectifs auxquels on ne peut pas atteindre dû au fait de la dépendance au niveau des financements. C'est important aussi de se demander de quel développement on parle. Je pense que la première conférence de ce colloque a bien montré que les enjeux de développement peuvent être pluriels, que la manière de voir et de penser le développement est quelque chose de pluriel, et il y a plusieurs approches, plusieurs logiques, plusieurs enjeux. La troisième chose aussi, c'est que tous ces mouvements d'ONG, toutes ces ONG, ces mouvements de femmes, ils ne sont pas homogènes. Donc la question de l'institutionnalisation de cette thématique de genre, comment est-ce que je vous propose de l'aborder ? D'une part, on a déjà dit que l'approche genre a évolué au cours du temps, je ne vais pas le reprendre, mais c'est quand même important de rappeler que dans les années 70, quand on a commencé à parler du genre et développement, c'était quand même clairement par rapport au fait que les politiques internationales de développement avaient des effets contre les femmes. Et donc ça, c'est quand même important de se dire qu'on est parti de là. Et puis on a évidemment été beaucoup plus loin en parlant du genre, etc. Ça a déjà été dit précédemment. Mais donc l'idée ici, pour moi, c'est d'entrer par rapport à cette double approche qui nous a imposé aujourd'hui, en tout cas qui a imposé aux ONG sur le mainstreaming de genre, dont Stéphanie a dit un petit mot, c'est-à-dire cette approche transversale et l'approche spécifique de l'empowerment pour les femmes, et un débat qui est peut-être un peu plus neuf, apporté par les ONG, sur cette notion de politique extérieure féministe, qui est aussi quelque chose de très institutionnalisé. Je pense important aussi ce qui a été dit précédemment. En tout cas, nous, on constate que les études en genre et développement sont de moins en moins importantes, et que par contre, la question de l'institutionnalisation du genre prend beaucoup plus de place. Alors, si je vois cette question autour de la double approche, il y a une approche qui va être positive en disant oui, mais ça va permettre quand même de mettre sur la table les questions de genre, de pouvoir questionner les rapports de genre dans les différents programmes et projets, de pouvoir mettre en évidence le manque de droits des femmes, le manque d'accès aux ressources, que ce soit la terre, que ce soit les moyens de production, on en a déjà parlé. Et puis, il y a aussi toute une approche très critique en disant mais de quel développement parle-t-on ? Est-ce qu'on n'est pas dans la logique des bailleurs avec une logique de développement, des bailleurs internationaux avec une logique de développement colonial, patriarcal, capitaliste ? Est-ce qu'on tient compte finalement de la confrontation des logiques des acteurs, et est-ce qu'on tient compte réellement des besoins des femmes ? Un tout petit exemple, j'étais en Guinée il y a 15 jours dans un projet de développement vert, donc un projet de reboisement, de reforestation, de développement d'une agriculture agroécologique, avec un projet pour les femmes d'aménagement d'une source d'eau qui se trouvait en bas de la colline. Alors la source a été aménagée par les femmes et entretenue par les femmes, mais l'eau, on continue à la porter sur la tête et à devoir remonter jusqu'au village avec la cruche d'eau et le bébé sur le dos. On n'a pas pensé qu'une priorité pourrait peut-être être d'amener une pompe ou de creuser un puits. Donc, de quelle façon répond-on vraiment aux besoins des femmes ?
Alors, il y a aussi la question sur la capacité des ONG, mais je ne vais pas rentrer dedans parce que j'ai l'impression qu'Elisabeth va vraiment traiter cette question-là, mais de se dire finalement, on leur demande de faire du genre, par quelle porte entrer, comment faire. Il y a finalement aussi toute une question qui s'est posée sur est-ce que ça apporte vraiment des transformations, cette logique projet, cette logique de croiser le genre à l'intérieur des projets. Et est-ce qu'on n'est pas finalement dans une dilution de la thématique avec cette approche transversale. Et enfin, les manques de moyens financiers, ça reste quand même des logiques, enfin des projets dans lesquels il y a très peu de moyens financiers. J'y reviendrai, mais on reste avec des petits projets, des petits moyens financiers. Alors l'approche donc on a parlé d'approche transversale, mais dans l'approche spécifique empowerment, on en a déjà un petit peu parlé. Une grosse critique actuellement, c'est finalement les types de projets qui sont impulsés par l'institutionnalisation sont beaucoup des projets liés à l'économie. Hier, j'ai participé à plusieurs ateliers qui ont traité cette question. C'est comment mettre les femmes sur le marché, comment augmenter les revenus. Alors, on s'éloigne assez fort de l'approche première, qui était cette approche peut-être plus radicale, qui avait été portée par les mouvements sociaux pour travailler sur une justice sociale, pour amener un changement dans les rapports de genre. Donc, cette approche de marché est une approche qui est assez critiquée. Si on voit la question des microcrédits, je pense que les critiques aujourd'hui sont toujours celles qu'on portait dans les années 90-2000 sur finalement ces microcrédits qu'on attribue aux femmes sont des crédits très faibles. Ce sont souvent, ça peut marginaliser les femmes si elles ne peuvent pas rembourser. Enfin, je ne vais pas rentrer dans les détails parce que je n'ai pas le temps, j'ai plus que 3 minutes. Mais on observe quand même, dans certains cas, malgré cette approche qui n'est pas nécessairement celle qui avait été vue au départ, on observe que le fait qu'elles aient plus de revenus, ça va les positionner autrement et ça va, que ce soit au sein de la famille ou que ce soit au sein des villages, ça va leur donner des possibilités de négociation et de revoir les rapports de genre. Alors les 3 dernières minutes, c'est par rapport à cette politique étrangère féministe qui est un grand débat, en tout cas en Belgique, parce que c'est très clairement un débat qui vient de la part des organisations, des ONG du Nord, beaucoup plus que des ONG du Sud. Elles se sont basées sur le fait que finalement, on a dit qu'il y avait des avancées sur le genre, mais on remarque aussi beaucoup de recul, notamment par rapport au fait que dans les institutions, ça dépend aussi des gouvernements, ça dépend aussi des politiques. On est de plus en plus il y a de plus en plus d'acteurs conservateurs au niveau des nations et donc un recul, une position de la droite en recul, notamment par rapport aux droits reproductifs et sexuels. Et ce mouvement dit « mais c'est peut-être un moment, une opportunité d'ouvrir le débat et de remettre l'agenda féministe au sein des institutions internationales. Et peut-être d'avoir plus de fonds. » C'est même repris dans certains pays qui veulent notamment avoir une image, peut-être pas féministe, mais en tout cas progressiste par rapport aux questions de genre. À côté de ça, il y a énormément de critiques, il y a énormément de limites. On montre comment ça, finalement, ne fonctionne pas comme prévu, qu'on est quand même dans une tendance et dans une approche d'ingérence, de vision du développement très colonial qui vient du Nord, qu'on est dans un travail très fort de silo. Donc les gouvernements vont choisir les politiques sur lesquelles ils veulent bien amener une question de genre et puis refuser toute une autre série de politiques comme les questions liées à la migration, les questions liées aux droits reproductifs et sexuels, etc. Ensuite, la question financière, il y a un rapport qui vient de sortir de A8 sur l'investissement à impact genré et on se rend compte qu'on est à moins de 0,5% des fonds, en tout cas en matière d'aide publique au développement qui est attribuée aux droits des femmes. Donc c'est vraiment un leurre de parler de cette question de politique étrangère féministe, en tout cas actuellement. Ça peut être un étendard, mais ça semble être quand même un leurre sur la réalité concrète. Et donc je terminais, on m'avait demandé de poser des questions par rapport au débat, de s'interroger finalement quelle est la légitimité de ces ONG dans ces espaces internationaux et de ces mouvements sociaux. Certains disent oui, on peut amener des éléments, d'autres disent
on les a utilisés sur certains aspects, mais on oublie toute une autre partie. Et est-ce que ce n'est pas finalement une manière aussi de justifier les financements qu'ils ont reçus vis-à-vis des gouvernements ou vis-à-vis d'autres institutions? Merci. Merci beaucoup. Chantal, par rapport à cette deuxième question, est-ce que le micro marche? Oui, il marche. Alors, sur cette deuxième question, il faut dire que les dynamiques d'institutionnalisation du genre s'opèrent depuis quelques années, notamment dans les États africains, par des avancées législatives. On a des lois sur les droits, l'accès à la terre, des constitutions qui prônent l'égalité entre les hommes et les femmes et l'absence de discrimination. On a au niveau politique des ministères dédiés. On a des ministères de promotion de la femme, des ministères du genre, etc. On a des politiques nationales voilà, de lutte contre les violences basées sur le genre et des dispositifs qui visent à promouvoir, par exemple, l'insertion économique des femmes. Mais on constate aussi que ces avancées sont poussées par des bailleurs de fonds internationaux, notamment ONU Femmes, qui accompagnent, voire qui financent notamment des analyses, des diagnostics, etc. Et aussi via la diplomatie féministe dont vient de parler Sophie. Voilà, Sophie. La France, le Canada, qui financent beaucoup de programmes sur les droits des femmes, sur la santé sexuelle et reproductive. Et que ces dynamiques, il n'y a pas vraiment une volonté d'appropriation aussi, hein, on le constate concrètement, parce que souvent les discours, ces avancées contrastent avec des discours très conservateurs. On a vu notamment dernièrement en Gambie hein, la volonté de revenir sur la question des MGF, etc. Donc il y a aussi beaucoup de recul par rapport à ces droits qui sont affirmés mais qui ne sont pas mis en pratique. Il y a aussi une absence de traduction en termes budgétaires des politiques. On voit les ministères des femmes ont des budgets extrêmement limités voilà, par rapport aux besoins qui sont exprimés notamment dans les politiques nationales genre. Et finalement, on a aussi une approche des droits des femmes qui ne tient pas compte de la pluralité des situations des femmes. Donc, on parle toujours des femmes de manière très générale. Or, si on met en œuvre une approche intersectionnelle qui est très difficile à appliquer, hein, on voit que les femmes rurales, par exemple, ont des problématiques qui sont vraiment spécifiques et très différentes des femmes qui sont en ville. Donc la conséquence de tout ça, c'est une difficulté même des organisations de la société civile à construire une vision sur des problématiques spécifiques aux femmes, parce que pas de soutien, pas de financement, si ce n'est des financements des bailleurs internationaux, et du coup qui imposent leur propre agenda à ces organisations. Et finalement, une absence de structuration même de ces organisations pour peser dans les débats publics et pour s'opposer, par exemple, à des phénomènes de recul sur les droits des femmes. Donc, il y a un travail à faire pour accompagner les organisations de la société civile, mais en même temps, ces organisations qui dépendent beaucoup des financements extérieurs sont d'une certaine manière délégitimées sur ces questions par les propres acteurs, par les acteurs politiques en interne. Donc on est vraiment dans une impasse et c'est compliqué de traiter ces problèmes si on n'a pas une visibilité sur ce que veulent les États sur la question de l'égalité femmes-hommes et s'il n'y a pas un discours politique clair qui est en phase avec les réalités des femmes. Merci beaucoup. Et donc, tour d'Elisabeth, avant de passer la parole à la salle. Oui, merci beaucoup.
bon, beaucoup de choses ont été dites. Par rapport à l'institutionnalisation, en effet, c'est un sujet oui, qui fait référence à des réalités très complexes et très diversifiées aussi. Bon, Stéphanie avait rappelé dans l'intro aussi l'approche assez individualiste qui a été prônée de l'empowerment, qui a priori était plutôt subversif comme concept, hein, et qui a été instrumentalisé très allègrement et un peu vidé de son côté subversif, c'est sûr, même si, voilà, subversif ou pas, c'est pas du noir et du blanc. Hein. On a aussi dans ces institutions des personnes qui, à mon sens, sont quand même des féministes et des personnes engagées. Mais voilà, on a je pense, depuis les années 90, déjà un peu cette duplicité des approches. Hein. D'une part, une approche très utilitariste, hein, où on met en avant qu'il faut absolument intégrer le genre parce que les projets sont plus efficaces, sont plus viables, sont moins chers, etc. Hein, c'est aussi toujours un peu dans la ligne voilà, les femmes représentent quelque part des ressources humaines sous-utilisées d'un point de vue du potentiel productif et voilà, dans ce sens-là, oui, l'empowerment des femmes est bon pour l'économie, donc il faut le faire. Même dans la lutte contre les violences basées sur le genre, on voit ça, hein, qu'il y a des études qui montrent par des calculs macroéconomiques que ça coûte très cher à l'État. Très bien, donc il faut lutter contre les violences basées sur le genre pour réduire les dépenses publiques. Qu'est-ce qu'on va faire au moment où c'est plus rentable ? Bon, autour de tout ça, hein, cette approche utilitariste est quand même très ambiguë. En face, il y a une approche plus égalitariste, hein, qui défend tout cet engagement en faveur du genre, en faveur de l'égalité femmes-hommes sur une question de droit, de justice. Mais voilà, on se heurte très clairement à une pluralité non seulement d'objectifs et de positionnement, mais de normes aussi, hein, très clairement. Donc voilà, autour de ça, même à l'intérieur des mouvements féministes ou des mouvements de droits de femmes, il y a beaucoup de discussions, hein, parce qu'en effet, l'approche utilitariste, même si on peut être assez contre personnellement, mais il est entendu par beaucoup plus de monde que l'approche égalitariste. Hein, c'est là aussi où parfois le discours est très multiple, doit être très multiple pour faire avancer quand même un peu l'agenda féministe. Dans tout ce qu'on peut dire dans cette évolution vers plus d'institutionnalisation de la thématique genre, il y a quand même aussi cet élément fort, notamment dans le contexte africain que je connais le mieux, la crispation grandissante autour des questions des défenses des droits des personnes LGBTQIA+. Hein, on a quand même des tendances fortes que cette crispation autour de ces questions-là amène à un rejet du genre en général, hein, même de la dimension égalité femmes-hommes qui en soi recevrait peut-être un peu moins d'hostilité. Et bon, on l'a vu encore tout récemment, hein, la visite de Mélenchon chez Sonko, par exemple, c'était un sujet explicitement de désaccord. Donc voilà, autour de ça, on est quand même aussi autour d'une difficulté réelle en termes de la nature constructive du dialogue qui peut s'installer dans le contexte de la coopération internationale du développement. Isabelle a parlé du discours décolonial, des démarches décoloniales tout à l'heure, et on se rend compte que là aussi, il y a une nouvelle instrumentalisation, hein, que le discours décolonial est instrumentalisé contre le genre, hein, en disant très clairement, vous venez nous imposer vos valeurs, on ne veut pas de ça chez nous. Hein, le Sénégal est un exemple tout récent pour ça, hein, et donc autour de tout ça, on est parfois dans des situations où le positionnement est compliqué et ça s'apparente un peu à un équilibrisme parfois. Un autre élément de l'institutionnalisation que je voulais souligner, c'est aussi que il faut le prendre
à la lettre, hein, ça veut dire aussi intégrer une approche genre à l'intérieur des institutions qui doivent du coup aussi être exemplaires. Et ça a quand même donné aussi certaines avancées intéressantes, notamment, moi je le vois du côté des acteurs plus nord, hein, à l'intérieur des ONG françaises, à l'intérieur même ouais, je sais pas, de l'AFD, etc. Là, c'est quand même intéressant parce qu'on a un peu augmenté la réflexivité sur les rapports qu'on peut avoir entre collègues, hein, qui ne sont pas dénués d'hierarchie de genre et avec, oui, quand même une prise de conscience et qui aide à éviter que le genre est vu comme ah oui, c'est bien pour les Suds, mais chez nous, tout va bien. Hein, ça, c'est aussi quand même un piège qu'on avait pendant quelques temps. Bon, en général, beaucoup de choses restent quand même aussi alarmantes et contre-productives, c'est clair. Bon, la diplomatie féministe à la française, moi, je reste quand même très critique par rapport au fait qu'on ne l'a pas définie, contrairement, par exemple, aux Suédois ou aux Canadiens. Et voilà. Et en même temps, quand on est dans la perception du féminisme, par exemple en Afrique de l'Ouest, ça suscite plutôt des craintes en fait. Hein. C'est parfois vu comme assez menaçant. Et donc autour de tout ça aussi, il y a une ambiguïté forte. L'autre difficulté aussi, qui n'est pas récente, mais qui reste importante, hein, c'est que beaucoup de projets genre mettent l'accent sur les femmes. Mais les femmes ont déjà une journée de travail très longue, plus longue en moyenne que celle des hommes. Et finalement, on ajoute encore des activités. Et puis, très longtemps, on a quand même un peu omis de travailler aussi sur leur entourage pour faire évoluer aussi un peu le tissu social autour, la famille, la communauté, etc. Hein, on a laissé régler ça un peu. Les femmes ont été censées régler ça un peu toutes seules. Et là, il y a eu quand même des avancées, hein, des travaux sur les masculinités en parallèle, des travaux un peu plus, des appuis aussi dans le cadre des projets sur le milieu pour que le milieu soit plus en soutien. Et sur la conditionnalité aussi, je voulais dire quelque chose parce que ça fait partie un peu des débats importants. Hein. Est-ce qu'on peut faire une condition de la prise en compte, est-ce qu'on peut soumettre l'aide publique au développement à une condition de la prise en compte du genre? C'est évidemment très critiqué. Personnellement, je vois très bien que ça a eu des effets aussi. Hein. Moi, je l'ai très bien vu avec l'AFD, où j'ai pu suivre avec leur CIT, leur cadre d'intervention transversale du genre. J'ai vraiment vu comment ça a commencé à mettre la pression, notamment sur les ONG, malheureusement peut-être un peu plus sur les ONG que sur les grands projets que la banque AFD mène, mais bon, ça c'est un autre chapitre. Mais là, on a quand même vu que même des acteurs qui au début y allaient un peu en reculant, ça a pu avoir des vraies avancées, aussi parce que du coup, les personnes engagées en faveur du genre, les personnes volontaires dans les organisations, pouvaient se saisir de ce levier, cette conditionnalité, en disant à leurs supérieurs, à leurs collègues, vous voyez, on a besoin de s'y mettre de toute manière. Hein, et dans ce sens-là, ça a quand même... c'était une opportunité qui a pu être saisie pour vraiment pousser le sujet. Et ça a aussi entraîné le F3E, qui est un réseau, hein, à vraiment faire des efforts très importants sur le renforcement des capacités des ONG hein, et financé par l'AFD. Formation, mais aussi justement avec les limites des formations, des communautés de pratique qui sont vraiment intéressants avec des cliniques genre hein, où les ONG membres peuvent apporter des cas qui vont être discutés collectivement. Aussi la possibilité de faire vraiment... il y avait malheureusement c'est en train de se terminer, les FISONG, une modalité de financement de l'AFD, facilité d'innovation sectorielle pour les ONG, ça veut dire, les FISONG. Ça, c'était vraiment intéressant parce qu'il y avait systématiquement un accompagnement genre. Il y avait aussi la possibilité de faire des recherches-actions à l'intérieur de ces FISONG. Ouais, malheureusement, ça ne va pas être poursuivi, mais tout cela montre quand même qu'il y a aussi, même si à l'origine, il y a peut-être un peu une impulsion qui vient d'en haut et une conditionnalité, il y a des
des effets intéressants et des évolutions qui, à mon sens, sont constructifs et qui font vraiment avancer la prise de conscience et aussi les compétences sur le genre dans les projets de développement. Merci. Donc, à vous la parole. Donc on a un micro qui peut circuler. Qui souhaite ouvrir les questions, les interventions? Bonjour à toutes et à tous. Je me présente, M. Traoré Moussa. Je suis enseignant à l'Institut universitaire de développement territorial du Mali. Je tiens à vous remercier pour la qualité de vos différentes présentations. Ma première question, ça fait référence à la deuxième question par rapport à l'institutionnalisation des femmes. La question que je me pose, c'est par rapport à l'Afrique, quand on prend la question de l'institutionnalisation, est-ce que toutes les femmes se retrouvent par rapport à cette institutionnalisation? Parce que moi, j'ai l'impression, quand on parle d'institutionnalisation, c'est fait pour une catégorie de femmes qui travaillent dans le secteur informel, qui peuvent occuper des postes électifs ou bien qui peuvent occuper des postes administratifs. Et alors que dans ces zones-là, la plupart des femmes ne sont pas instruites, n'ont pas cette compétence pour pouvoir occuper ces femmes, ces postes-là plutôt. Est-ce que ces femmes se retrouvent dans ça? Et la deuxième question, ça se pose à tout le monde, mais qui fait référence aussi à l'Afrique, quand on parle de violences faites aux femmes. Généralement, on voit les violences faites aux femmes, c'est la violence homme par rapport aux femmes. Mais on ne se pose jamais la question par rapport à la violence entre femmes et femmes. Surtout dans la société africaine, pour le relier à votre deuxième question par rapport à l'institutionnalisation des femmes, généralement les femmes qui apportent ces discours, tu trouveras que dans la plupart des cas, ces femmes même exploitent d'autres femmes chez eux. Et ces questions ne sont jamais évoquées. Donc la question est de savoir, est-ce que toutes les femmes se retrouvent dans cette démarche ou pas? Merci. Nous prendrons une série de 3 questions, comme ça a été le cas à la première conférence. Merci. Je suis le professeur Georges Wanji, Université de Chang, Cameroun. Je remercie les panélistes, n'est-ce pas, pour les brillantes exposés que nous avons suivis vraiment avec beaucoup d'appétit. Bien, nous sommes intéressés par le problème du genre. Quand on parle du problème du genre, en fait, on a toujours l'impression que la femme est un peu négligée dans la société en ce qui concerne l'Afrique. Et nous avons les bailleurs de fonds qui font des efforts pour financement, pour financer l'émancipation de la femme. Nous avons les institutions qui s'améliorent au bénéfice de la femme. Donc beaucoup de fonds des États sont toujours orientés, n'est-ce pas, vers le genre. Je me demande si la cible n'est pas ratée. Parce que madame a pris un exemple tout à l'heure en disant que dans une conférence où le couple a organisé, c'est l'homme qui faisait les choses les plus importantes et la femme était là juste pour servir de l'eau, du café. Mais s'il n'y a que cela que la femme connaît faire, elle va encore faire comment? Donc, le problème est celui de capaciter la femme. Si la femme est comme vous, là, elle doit vous parler, elle doit faire beaucoup de choses, elle doit tenir des conférences. Mais si on ne va pas à la base, changer, investir dans la mentalité des parents, des maris, qui ont la charge de ces femmes-là.
C'est-à-dire, si on commence à dire aux parents, l'enfant, qu'il soit femme ou homme, doit avoir la même éducation. On commence à passer la forme des... Si on met le fond, n'est-ce pas, on améliore les textes, sans aller à la base, changer cette mentalité-là qui consiste à ne pas éduquer la jeune fille, à ne pas donner les éléments à la jeune fille pour être comme le jeune garçon, un homme de main, et avoir des capacités de faire des choses. Parce que, vous savez, la population mondiale, les femmes sont plus nombreuses que les hommes. Donc, si les femmes ont des capacités à travailler, mais l'effet genre ne doit plus se poser, ou bien ça peut se poser au sens contraire. Bon, nous sommes les enseignants. Nous voyons que dans nos classes, les femmes ont tendance à avoir les premières notes par rapport aux hommes. Hein? Je ne sais pas si la majorité des enseignants qui est ici là, quand une femme se décide à travailler, elle travaille. Et elles sont même plus consciencieuses que les hommes. Donc, je pense que le problème, il faut que nous rentrons à la base. C'est une question de mindset, de changer la mentalité qu'il y a à la base. On doit orienter les financements vers là. C'est-à-dire chercher des stratégies pour changer la mentalité, pour que la jeune fille ait les mêmes opportunités, les mêmes d'éducation que le jeune garçon. Merci. Merci. D'autres Oui, une troisième, pour boucler la série, la première série, bien sûr. Oui, troisième question. Mesdames, messieurs. Oui, par là peut-être. Ouais. Merci. Alors j'avais juste... alors c'est deux questions. Il y en a une, elle est assez brève. Par rapport à l'institutionnalisation, est-ce qu'il y a encore beaucoup de ministères de la femme qui existent en tant que tels? Parce que je pense que c'est indicatif évidemment d'une prise de conscience d'une problématique, mais aussi d'une façon de se saisir de cette problématique. Et puis une deuxième réflexion, c'était un peu en lien avec vos exposés très très riches. Et je me disais que dans les projets, en effet, il y a souvent la ligne genre, il faut prouver que le projet respecte et met en évidence un équilibre genre. Et puis il y a la ligne développement durable, il faut vérifier que le projet assure bien toutes les conditions pour un développement durable, même si le projet n'a rien à voir avec ni l'une ni l'autre de ces thématiques. Et du coup, je faisais le parallèle par rapport à ce qui a été dit sur les visions systémiques et transversales que vous avez soulignées, pour savoir si aujourd'hui, donc en 2024, de façon générale, on a une forte tendance à supprimer juste cette ligne supplémentaire genre, cette ligne supplémentaire développement durable et à le penser autrement. Et en lien avec cela aussi, et en lien avec des éléments que vous avez exposés, si on tend vers quelque chose de transdisciplinaire dans le sens qui m'a été défini par des collègues anglophones, eux, quand ils parlaient de transdisciplinarité, ils disaient c'est le mélange de ce qui est discipline académique et de ce qui est les professionnels, les gens du terrain, les savoirs propres. Et donc, est-ce que cette mise en relation de ces différents types de savoirs ne pourrait pas être peut-être des portes d'entrée pour penser un peu autrement ces critères-là? Donc finalement, je me rends compte que j'avais 3 questions et pas 2. Ok, mesdames. Est-ce qu'il y a d'autres interventions dans cette première série de questions? Sinon, je voulais ajouter une petite question complémentaire. Si on prend les critiques qui ont pu être faites sur les limites des objectifs du millénaire, il y avait notamment le fait que l'objectif sur l'égalité femmes, enfin sur la situation des femmes, avait été réduit à la question de l'éducation
sous la pression des autorités traditionnalistes, etc., qui ne souhaitaient pas que la question du droit à disposer de son corps soit intégrée. Donc, est-ce qu'on peut envisager pour les ODD un élargissement par rapport à cette limite des OMD de ce point de vue-là? Alors, si vous souhaitez donc faire une série de réponses pas trop longues à cette première série d'interventions, avant d'aborder la troisième question qui terminera notre table ronde. Donc, peut-être, je ne sais pas qui veut commencer. Isabelle, Sophie? Je ne vais peut-être pas répondre à toutes les questions, mais j'apporterai des éléments et mes collègues en apporteront d'autres. Mais je trouvais assez intéressant la première question qui posait sur le fait est-ce que toutes les femmes se retrouvent dans l'institutionnalisation. C'est clair que non, bien sûr. C'était clair que la question, elle nous a été posée ici par rapport aux ONG et l'ONGisation, un terme impossible à prononcer. Donc c'est vrai qu'on l'a travaillé sur cet angle-là, mais c'est évident que quand on travaille sur le terrain avec les femmes à la base, avec les hommes à la base dans les villages, on est avec les conséquences de ce que les politiques de développement et les institutions internationales du développement imposent à faire pour avoir les financements. Mais toutes les ONG d'ailleurs n'ont pas accès au financement. Donc on est dans des conditions qui sont très, très différentes. Et la question de l'exploitation des femmes par les femmes, je pense que c'est vraiment un sujet à travailler et que l'on travaille, mais le temps qui nous a été imparti n'a pas permis non plus de tout développer. Mais c'est clair que la question des rôles, et notamment des rôles reproductifs, et peut-être je pourrais un petit peu l'aborder tout à l'heure, ça reste aux mains des femmes et donc elles sont transmises entre les femmes et ce sont des questions qui doivent être très clairement travaillées. La question autour de la formation des femmes, oui, bien sûr qu'il faut travailler sur la question des formations, mais je voudrais quand même dire que les femmes, elles sont actrices et elles ne sont pas non plus ignorantes. Elles ont des connaissances parfois peut-être plus de terrain traditionnel, mais il y a toute une série de connaissances qui n'est pas valorisée par le monde scientifique et qui est qui devrait l'être de plus en plus. Enfin, aujourd'hui, il y a quand même une certaine attention là-dessus, mais il y a toute une série de connaissances qu'on oublie et qui sont souvent des connaissances dans les mains des femmes. Et je pense par exemple aux plantes médicinales, toute la connaissance qu'elles ont sur ces plantes, l'utilisation de ces plantes médicinales. Je pense à un projet notamment qui a lieu sur ces questions-là en Amérique centrale, où on commence à retravailler à partir des connaissances des plantes pour en faire un travail plus scientifique et montrer l'intérêt de l'utilisation de ces différentes plantes. Par rapport à la question développement, vision systémique et transversale, la transdisciplinarité dont tu as parlé, l'académique et les savoirs propres, ça revient peut-être un petit peu à ce que je viens de dire avant, mais je voudrais quand même mettre en évidence qu'en Bolivie, on a travaillé sur on a fait un travail de recherche autour de l'agroécologie et elles ont montré justement une approche de l'agroécologie féministe dans laquelle on introduit la question des savoirs, dans laquelle on introduit les rapports, les relations hommes-femmes dans les familles et dans les institutions. Donc on va traiter cette question de l'agriculture bien plus largement que simplement d'un aspect technique. L'accès aussi aux différentes ressources, il y aura 7 axes autour de l'agroécologie qui dépassent la question technique. Alors sur les OMD, simplement dire que oui, les droits reproductifs et sexuels, les droits à disposer de son corps, c'est pas que dans les OMD, c'est partout que c'est en recul. Je pense qu'il faut travailler à au moins ajouter des indicateurs, mais je ne suis pas très optimiste. Sur quelques éléments de réponse aux questions qui ont été posées. Si vous voulez compléter, donc Isabelle, tu veux compléter? Oui, je peux. Ok. Oh, tout voulez. En fait, une des questions me fait revenir en arrière à une recherche qu'on a fait il y a longtemps au Maroc avec Sophie dans la zone de Ouarzazate, où ce qu'on trouvait, c'est que
la résistance plus grande pour envoyer les filles à l'école secondaire venait des grands-mères, hein, qui c'est celle qui organisait la distribution des rôles à l'intérieur de la famille. C'est exactement les mêmes problèmes qu'on a trouvés dans les communautés paysannes à Cusco, où on voyait qu'il y a un conflit intergénérationnel entre la mère, la grand-mère et la fille par rapport au rôle de l'éducation. En fait, je pense que, de nouveau, la catégorie femme, c'est une catégorie plurielle et qui est pleine de contradictions. Ça, c'est la première question. La deuxième, pour revenir à la question, au questionnement de Fabienne, c'est que nous avons essayé de faire, vous savez, dans les communautés paysannes, c'est la première fois qu'il y a une première génération des gens originaires des communautés qui vont à l'université. Et alors, on a essayé de voir quelles sont les conditions qui ont permis cela. Et ça, c'est toute la question de l'échange des savoirs, les savoirs paysans, les savoirs universitaires, et comment est-ce qu'on peut penser une université qui réponde aux réalités plurielles et indignes. Je trouve que ça, c'est un élément où il y a une pluralité des savoirs, mais je suis de plus en plus persuadée qu'il faut travailler dans le monde associatif, mais il faut changer les institutions de l'intérieur. Et ça, c'est crucial, à mon avis, en fait. Et ça ne veut pas dire qu'il faut pas quitter le monde associatif, mais il faut changer les politiques éducatives, il faut changer la mentalité des professeurs, d'étudiants, il faut penser global et national pour agir localement. Alors moi, je vais revenir un peu sur la question de l'institutionnalisation du genre. Pour dire que l'institutionnalisation du genre au niveau macro permet de penser, dans les programmes et les politiques de développement, d'intégrer une réalité, le fait que les hommes et les femmes globalement ont des intérêts, peuvent avoir des intérêts et des besoins différents. Maintenant, à l'intérieur de chacune de ces catégories, il faut bien comprendre que toutes les femmes n'ont pas les mêmes besoins ni les mêmes intérêts. Et pareil pour les hommes, hein, c'est-à-dire un homme qui vient en milieu rural et un homme qui est professeur d'université, ils n'ont pas les mêmes besoins ni les mêmes intérêts. Et que ces intérêts peuvent être contradictoires. Donc, l'approche intersectionnelle, justement, permet d'affiner ces réalités et de répondre précisément en identifiant les différentes catégories de femmes et d'hommes et de mettre en place des politiques qui répondent à ces besoins spécifiques. Dans l'institutionnalisation du genre, évidemment, si on prend les femmes de manière globale, toutes les femmes ne s'y retrouveront pas. Sur les violences, sur la question de la violence des femmes envers d'autres femmes, pareil, c'est la même réponse. C'est-à-dire qu'on ne peut pas penser les choses de manière générale. Quand vous prenez par exemple la pratique des mutilations génitales féminines, ce sont des femmes qui les pratiquent. Mais tout ça rentre dans une conception de la société qui est voilà, la conception patriarcale de la société. Et les femmes sont aussi des instruments de ce système. Donc il ne faut pas penser que ces violences peuvent être isolées de ce système patriarcal. Je vais juste compléter un tout petit peu. Oui, sur la question des violences basées sur le genre, je voulais juste souligner qu'il y a aussi des hommes qui sont victimes. Par exemple, j'ai pu faire un petit travail de recherche sur la Convention 190 de l'OIT, qui est la Convention de lutte contre le harcèlement et la violence au travail. On a fait ça avec des collègues du Mali et du Sénégal dans la fonction publique, et c'était assez intéressant, notamment au Mali. Il y a des hommes qui ont dit, mais nous aussi on est harcelés en fait, nous aussi on est victimes, mais on n'oserait pas le dire parce qu'on a peur d'être la risée des collègues, on a peur, et bon, après ça dépend aussi du genre de l'auteur, mais vous voyez, il y a
des normes sociales qui empêchent aussi les hommes à avouer qu'ils sont victimes aussi. Donc autour de tout ça, oui, les violences basées sur le genre sont très multiples et c'est pas uniquement des violences dont les hommes sont auteurs et les femmes sont victimes, même si cette configuration concerne quand même une grande majorité des cas de figure. Concernant oui, la question sur l'éducation, bien sûr, c'est extrêmement important et c'est peut-être un des domaines où les avancées sont quand même très significatives dans les dernières décennies, mais ça ne suffit pas tout seul. Hein. Ça ne suffit pas. Bien sûr, l'accès à l'école est important, mais qu'est-ce qui s'est passé dans beaucoup de pays ? La taille des classes a augmenté. Sans que forcément le nombre de professeurs a augmenté et sans que aussi ces enseignantes étaient vraiment soutenus par tout ça. Et puis il y a aussi la question encore des contenus. Il y avait depuis 20 ans des travaux assez intéressants aussi sur les stéréotypes dans les manuels scolaires. Si on a les enfants, les filles à l'école, mais qu'ils apprennent là-bas que maman fait la cuisine et papa gagne l'argent, vous voyez, on reproduit beaucoup de choses. Et donc voilà, ces avancées, on est d'accord, hein, l'éducation, la collègue l'a dit tout à l'heure, l'éducation des filles est essentielle. Mais tout seul, ça ne suffit pas. Hein, il y a tellement d'autres domaines, notamment aussi les droits sexuels et reproductifs, parce que qu'est-ce qui se passe, hein, même les filles qui sont allées en secondaire, etc., si elles sont mariées à 15 ans ou si elles sont filles-mères très tôt, très souvent, ça compromet quand même beaucoup de choix aussi sur des carrières, sur un projet de vie plus indépendant, etc. Donc voilà, c'est tout un ensemble où je crois chaque niveau et chaque secteur est vraiment à mobiliser pour aussi pouvoir faire avancer ce changement de mindset, comme vous l'appelez. En effet, et je crois les différences générationnelles sont importantes là-dedans. Et voilà, mais c'est clair que les évolutions ne vont pas toujours dans un sens de plus d'égalité. Et ça, c'est compliqué. Les ministères de la femme, souvent existent encore, oui, malheureusement. Moi, je préférerais qu'on dise les femmes. Ça a été fortement souligné déjà, hein, cette multiplicité des situations dont on doit tenir compte. Mais on a toujours des ministères de la femme qui sont couplés au ministère de la famille. Hein, on reste dans des secteurs très... parfois avec des personnes en situation de handicap, dans des secteurs très sociaux. Et très souvent, c'est des ministères qui ont quand même très peu de moyens. Certains des ministères de la femme dépendent entièrement des ressources venant de l'aide publique au développement extérieur. Ça, c'est extrêmement compliqué d'avoir vraiment un pouvoir d'action dans ce cas de figure-là. Et sur les lignes genre et développement durable dans les projets, bon, pour l'instant, je ne vois pas de tendance à leur disparition. Bon, après, je suis très critique aussi, mais ça reste quand même un petit rappel qu'il y a quelque chose là. Hein, voilà, je crois que ce n'est pas complètement inutile non plus. Mais je suis tout à fait d'accord, la transdisciplinarité est extrêmement importante et c'est aussi un peu ça qu'on a essayé avec la recherche-action participative. Mais voilà, on se rend compte que pour ce projet, par exemple, Arpège, dont j'ai parlé tout à l'heure, on a eu énormément de mal à trouver des financements. Parce que la recherche-action participative, il y a beaucoup de bailleurs qui ne financent pas ça, des bailleurs des projets de recherche. Hein, et des bailleurs, des projets de développement, pas forcément non plus. Hein, donc voilà, on est là dans quelque chose qui, à mon sens, est vraiment sous-financé. Désolée. Oui. Merci. Donc cette affaire de la ligne développement durable et genre, ça va nous permettre de faire la transition avec la dernière question. Donc oui, Sophie ou Isabelle, je crois que c'est... qui reboucle un peu sur notre programme général de reconfiguration de la question du développement et comment le genre et le développement durable d'abord s'articulent et bousculent les deux. On doit aller encore plus vite. Donc je vais vraiment survoler, mais je voudrais simplement démarrer en disant que nous, en tout cas, on a
peut-être pas nécessairement abordé cette question à partir de la transition, mais on a plutôt abordé la question à partir d'une recherche que l'on a fait notamment en Amérique latine, en Afrique, en Amérique latine, Équateur, Brésil, Bolivie, au Sénégal, en Afrique et en Belgique et en France, en Europe. Et en fait, ce qui nous a intéressé, c'était de croiser finalement, on a travaillé avec des mouvements de femmes féministes et de femmes qui travaillaient dans des mouvements environnementaux. Et on a essayé de croiser finalement leur approche, de voir comment est-ce qu'elles travaillaient, est-ce qu'il y avait des liens possibles, comment est-ce qu'elles considéraient ces différentes approches. Alors la première chose évidemment, c'est que ces approches sont très différentes, elles doivent être contextualisées, que beaucoup ne se disent pas ni féministes, ni environnementalistes, etc. Mais elles font quand même des liens. Des liens qui sont, nous on a appelé ça une polyphonie, donc qui sont pluriels, et c'est surtout un chantier en réflexion. Mais je voudrais juste rentrer par deux portes d'entrée, puisque le temps est très court. C'est cette première notion qui est venue en Amérique latine, donc de Brésil, Équateur, Bolivie, c'est cette notion de corps et territoire, et qui est vraiment quelque chose de très intéressant, parce que finalement, ces mouvements vont dénoncer le modèle colonial de l'extractivisme et du productivisme. Donc, elles vont mettre à l'agenda des questions du fait de développement des mines, de développement de programmes ou d'entreprises, de déforestation, etc. Et elles vont mettre évidemment toutes les conséquences par rapport au climat, par rapport aux conséquences notamment écologiques et environnementales. Et elles vont faire, donc par rapport à la question, elles vont se battre par rapport à la question de l'exploitation, les conséquences écologiques par rapport à l'eau, à la terre, etc. Mais ce qui va être intéressant, ce qui reprendra peut-être aussi un petit peu ce que Isabelle a dit au début, c'est qu'elles mettent aussi en évidence que cette approche économique, cette approche de l'exploitation de la nature a des conséquences sur leur communauté, sur leur village, donc des conséquences sociales et notamment, on l'a déjà suffisamment dit, par rapport aux questions de violence, par rapport aux questions de prostitution, par rapport aux questions de viol dans ces régions-là, enfin autour de ces villages. Et donc, elles vont parler finalement d'un territoire vu de manière large, le territoire physique, le lieu, mais aussi un territoire qui est un espace de vie, qui est un espace qui va reprendre des dimensions spirituelles, ancestrales, qui englobe une certaine manière de voir l'approche à l'eau, à la terre, etc., même si c'est croisé avec la modernisation, je pense qu'Isabelle l'a suffisamment expliqué tout à l'heure, mais elles vont aussi considérer le corps des femmes comme un territoire. Donc cette approche des violences par rapport au corps des femmes, mais cette approche aussi de ce corps pour lequel elles ont le droit de choisir, dont on a parlé tout à l'heure dans les questions. Et elles vont aussi utiliser leur corps dans les manifestations, dans leur manière d'exprimer aussi ces questions-là. Donc on est vraiment dans une logique d'exploitation du corps de la nature et d'exploitation du corps des femmes, qui est une logique quand même très intéressante qu'elles ont proposée. L'autre approche, c'est la question du care. Je vais être plus rapide ici, mais c'est vraiment cette approche de la notion du soin, comment finalement ce care, cette approche du soin, va renouveler la manière d'aborder les questions des rapports entre les hommes et les femmes, les questions du lien social. Et donc, c'est de mettre en évidence finalement tout ce rôle qui est infligé aux femmes autour de ce rôle reproductif, autour de ce rôle de soin. Mais c'est aussi le soin par rapport à soi-même, mais c'est aussi le soin par rapport à la collectivité. Donc, ça entre aussi tous les enjeux aux questions de la mutualité, des droits sociaux, etc. Et on va l'élargir à la question de la nature. Et donc, ça va mettre en évidence des analyses de rapports de genre et des questions autour de la masculinité, et ce qui nous amène aussi des réflexions autour du politique et de l'économique. Et je voudrais donner, j'en avais prévu d'en donner deux, mais je n'en donnerai qu'un, vu le temps. C'est l'exemple du Sénégal, où c'est un projet qui se trouve dans les îles du Saloum, où les femmes sont très fortes dans tout ce qui est la question halieutique, donc transformation des produits halieutiques, vente des produits halieutiques,
et les hommes sont plus autour de la pêche. On est dans une région où il y a un très grand problème de déforestation de la mangrove et où le manque de poissons dans ces mêmes espaces est un très grand problème. Et donc elles vont travailler au reboisement de la mangrove et à la réinsémination d'alevins. Ce qui est intéressant dans cet exemple, c'est qu'elles ont démarré ce projet dans cette région-là et ça a montré un certain intérêt de la part des hommes. Donc à partir de ce projet, qui est un projet plutôt au niveau environnemental, elles y ont intéressé les hommes, elles ont travaillé avec les hommes et elles ont eu plus de crédibilité dans leur famille et ça a permis de questionner la question des rôles, non seulement par rapport à la nature, puisqu'on démarrait d'un projet autour de la nature, mais aussi à l'intérieur des familles et autour de ce rôle reproducteur. Et ça a amené la notion de co-responsabilité, avec beaucoup de nuances que je n'ai pas le temps d'expliquer ici, mais en tout cas, on va questionner la responsabilité des hommes et des femmes à l'intérieur des familles et par rapport à l'environnement. Voilà, alors je vais terminer avec peut-être quelque chose un petit peu dans ce colloque, vous êtes tous économistes, de faire ce lien care-écologie. Est-ce que ça nous amène à une subversion finalement de l'économie? Est-ce qu'on peut repenser finalement l'économie à partir du care et donc mettre vraiment au centre des questions économiques la reproduction, la reproductivité du vivant? Et donc de finalement réincastrer le productif dans le reproductif et non pas l'inverse. Mais c'est une question qui, je crois, doit être débattue. Mais en tout cas, ça permettrait de valoriser cette économie du care étendue à la nature. Merci. Je termine là. Oui, sur cette question... Auprès du micro. Les études montrent que les crises écologiques affectent quand même davantage les filles et les femmes dans la vie quotidienne, surtout dans les milieux ruraux, parce qu'elles sont en charge des activités du care dans le cadre de la division traditionnelle du travail. Donc, on constate ainsi que la diminution des ressources naturelles va engendrer davantage de travail des femmes. Je prends par exemple la corvée d'eau, la collecte de bois pour la cuisine, qui sont des activités assignées aux femmes. Et ces activités deviennent de plus en plus difficiles et pèsent dans l'emploi du temps journalier des femmes. On voit aussi une compétition de plus en plus rude pour le contrôle des ressources naturelles, la terre ou encore l'eau. Et cette compétition tend à marginaliser les femmes qui voient notamment leur droit d'accès aux fonciers se rétrécir. Les crises écologiques renforcent aussi des tensions communautaires. Et on voit notamment au Sahel ces tensions qui se manifestent par des migrations forcées et puis des violences aussi que subissent les femmes. Et dans l'ensemble de ces crises contribuent à reconfigurer aussi les rapports de genre. Et les femmes, dans ce contexte, ont un rôle à jouer parce qu'elles sont affectées, donc, comme je viens de le dire, prioritairement par ces changements climatiques. Elles sont attentives aux pratiques, notamment des pratiques agricoles qui favorisent la préservation de la biodiversité. Et il est important donc de remobiliser les savoirs, notamment les savoirs agricoles féminins, dans la recherche de solutions, notamment en mobilisant cette approche transdisciplinaire qui permet de mettre en évidence ces savoirs, quand on parle par exemple des techniques de l'agroécologie, les techniques de conservation, les techniques de sélection des semences, qui sont des approches qui sont actuellement promues pour répondre à la crise environnementale et qui permet ainsi de placer les femmes au centre des solutions. Donc, c'est impératif de ne pas dissocier les questions de genre de celles de la
transition écologique et surtout de mettre en place des méthodologies qui permettent d'écouter les femmes, de les responsabiliser aussi dans les approches de solutions qui sont cherchées. Je vais être très rapide. Elisabeth, oui. Merci. Désolée. Oui, je vais être très rapide parce que l'essentiel de ce que j'allais dire a été dit. Je voulais souligner d'une part que, en effet, c'est très important d'écouter les femmes, mais les femmes dans leur diversité, hein, et de rester vraiment dans cette approche intersectionnelle où on croise la question du genre avec d'autres facteurs de vulnérabilité, parce qu'en effet, une femme rurale, paysanne sans terre, vit des choses très différentes qu'une femme de classe moyenne en ville, ou même une femme qui habite les bidonvilles, ou une femme qui est en situation de handicap. Bon, bref, on a vraiment cette complexité des populations dont on doit tenir compte si on veut vraiment avancer sur ces enjeux de la transition écologique aussi. Je voulais dire aussi un mot sur une tendance écoféministe qui, personnellement, me semble un peu problématique parfois. C'est cette tendance un peu essentialisante, hein, où on considère que les femmes seraient naturellement plus concernées par l'écologie et donc naturellement plus enclin à s'engager. Bon, voilà, je crois qu'il faut qu'on garde bien en tête que, avant tout, c'est quand même la répartition des rôles, des tâches et des responsabilités qui fait que les femmes, comme Chantal l'a souligné aussi, hein, sont plus concernées, parce que quand il y a du déboisement, c'est elles qui doivent aller plus loin pour trouver le bois de chauffe. Quand il n'y a plus d'eau, c'est elles qui doivent se débrouiller pour faire la cuisine et assurer l'hygiène de toute la famille avec moins d'eau, etc. Donc voilà, c'est beaucoup ça qui est déterminant, qui fait que les femmes sont quelque part en première ligne concernant par exemple les conséquences du changement climatique, mais donc du coup aussi des actrices clés par rapport à la transition écologique. Bien sûr, le poids de la reproduction est important, d'autant plus que dans beaucoup de sociétés, je reste par exemple en Afrique francophone, qui est une zone que je connais assez bien, le poids de la reproduction est important. Beaucoup de femmes ont peu on considère qu'elles déservent de la pitié quand elles n'ont pas d'enfants. Hein. C'est la maternité qui finalement donne une reconnaissance à beaucoup de femmes. Donc en effet, ce poids est important aussi par rapport à toutes ces questions-là de la transition écologique. C'est quand même elles aussi qui sont les premières responsables des enfants en bas âge de toute manière, mais même tout au long de la vie. Et autour de tout ça aussi, il y a quand même aussi toute la question de l'éco-anxiété qui ne peut pas se considérer sans tenir compte du genre finalement, parce que ça concerne beaucoup nos sociétés à nous, peut-être aujourd'hui un peu plus ici qu'ailleurs, mais je suis convaincue qu'il y a une dimension genre assez forte là-dedans aussi, par rapport à cette incertitude de l'avenir et par rapport à des questions assez basiques. Voilà, est-ce que je peux avoir des enfants dans ce contexte? Est-ce que j'ose? Est-ce que c'est un choix que je peux assumer? Bon, est-ce que c'est un choix? Déjà, ça, c'est pas pareil dans toutes les sociétés. Mais en tous les cas, pour moi, la question genre et enjeu de transition écologique fait aussi référence à cet aspect-là. Merci. Merci. Donc, nous avons un petit moment, même si nous sommes un peu contraints, pour reprendre quelques interventions. Alors, on va faire circuler, s'il vous plaît. Merci.
Bonjour à toutes et merci pour vos excellentes présentations. J'aimerais poser une petite question par rapport à la méthode. J'espère que je pourrai avoir une réponse parce que je ne l'ai pas moi-même. C'est par rapport aux temporalités, en fait. C'est-à-dire, lorsque je vois la question des gens, comment elle évolue en Occident, il y a une temporalité. La présentation du professeur Isabelle Yepes a bien montré une temporalité, un processus. Alors, si je prends la question homosexuelle, il y a une temporalité en Occident. Je rappelle que jusqu'aux années 70, l'homosexualité est qualifiée en Occident de maladie mentale, en psychiatrie. Alors, j'aimerais savoir, est-ce qu'il n'y a pas une brutalisation des continents comme l'Afrique par rapport au non-respect des temporalités endogènes? Les mentalités évoluent aussi suivant la temporalité. Lorsqu'on veut que l'Afrique soit au même diapason en 2024 que la France, je crois qu'il y a une brutalisation des sociétés, où les métabolismes ont aussi leur temporalité. La deuxième question, c'est par rapport à... J'ai eu la chance, il y a un an, de participer à une thèse sur l'exploitation minière à l'est du Congo, et où les femmes sont dans un cycle de violence. On se rend compte que l'exploitation artisanale à l'est du Congo, au nord du Kivu, entraîne le développement d'un marché sexuel autour des mines artisanales. Et les femmes qui deviendront des marchandises sexuelles au niveau de ces marchés sexuels sont des femmes qui ont été violées dans les guerres au Congo. Donc, elles ont subi une première violence, mais comme personne ne veut d'elles, personne ne veut épouser ces femmes-là, elles deviennent des prostituées dans le marché sexuel. Ça veut dire qu'elles résolvent leurs problèmes de violence par une autre violence sur leur corps. Nous sommes dans un cycle de violence où la violence devient une compétence. Les femmes répondent à l'enquête de cette dame qui a fait sa thèse dessus, qu'elles n'ont que leur corps comme capital et intérêt réunis. Personne ne veut d'elles, donc elles ne peuvent être que des marchandises sexuelles. Est-ce qu'il y a des possibilités de sortir de ces femmes de ce cycle de violence où finalement on ne peut s'en sortir qu'en étant soi-même un objet du cycle de violence? Merci. Deuxième question, oui. Bonjour à tous et merci pour vos diverses présentations. Moi, je suis Anani Koudri, postdoc à l'Université de Laval. J'ai constaté tout à l'heure que lorsqu'on parle de genre et développement, nous faisons tous attention à l'émancipation ou bien à la question de l'émancipation des femmes. Mais qui a dit que les hommes sont émancipés? Parce qu'à mon avis, on ne peut donner que ce que l'on a. Qui a dit finalement que les hommes sont émancipés? Si les femmes ne sont pas émancipées, eh bien moi je pense que c'est une question qui est d'ordre général, qui concerne et les hommes et les femmes. Maintenant, tout à l'heure, on parle de la question de l'émancipation des femmes et je vois devant moi 4 femmes qui tiennent le devant de la scène et c'est un homme qui est juste à côté et qui sert le micro. Je n'ai pas non plus compris cette application. Et donc, ma dernière inquiétude, il y a aussi un phénomène, il y a une violence symbolique qui ne dit pas son nom, surtout chez nous en Afrique. Lorsque moi, j'ai fait mon master à l'Université de Nantes, j'ai fait ma thèse de doctorat à Paris, je suis actuellement à l'Université Laval au Québec. Ça fait 3 ans que j'ai soutenu ma thèse de doctorat. Mais lorsque vous envisagez de retourner chez vous en Afrique, même les professeurs d'université ne veulent pas vous voir. C'est une forme de violence symbolique et dont personne n'en parle. Et on pense dans ces situations qu'on est émancipé. Moi, je pense que c'est une question qui est de général. Les hommes et les femmes doivent tous ensemble revoir ce phénomène et réfléchir par rapport à cette question d'émancipation. Je vous remercie. Mesdames, vous nous offrez une table ronde de haute facture, dont je prends plaisir à vous servir, hein, sans faute. Une troisième question. Je vous remercie pour la pertinence de vos interventions. Josette Ignassou, chargée de projet à l'Université catholique. J'ai travaillé sur les questions des transitions écologiques, notamment. Et ma question, c'est le fait de... Est-ce qu'il serait possible un changement d'échelle par rapport à la transition pour permettre éventuellement aux femmes de pouvoir, dans le cas de la transition, on sait qu'il y a des métiers qui vont
il y a beaucoup de métiers qui vont être en mutation. Est-ce que ce n'est pas une opportunité de pouvoir donner une place plus prépondérante à la femme en matière de travail? Et il y a d'autres sujets aussi que cette question souligne aussi par rapport au mariage précoce. Est-ce que la transition n'est pas un moyen aussi pour pouvoir changer des mentalités, changer des paradigmes au niveau traditionnel? Et le collègue devant qui parlait de viol par rapport aux femmes sur des chantiers miniers, c'est le cas aussi dans des décharges, des déchetteries où on trouve des jeunes filles qui seront aussi abusées ou voilà, quels sont les dispositifs à mettre en place pour pouvoir concrètement être sur le terrain pour pouvoir sauver en fait je peux dire ces perles. Merci. Une dernière, oui. Pour laisser une dernière question devant, là, je crois, peut-être, pour laisser aux intervenantes le temps de conclure et de répondre et de conclure rapidement. Bien sûr, bien sûr. Merci. Alors bonjour, je suis Loïc Obam, doctorant au laboratoire d'économie appliquée de l'Université de Toulon, en co-tutelle en fait, avec le Gabon. Alors merci pour vos présentations, mesdames. J'ai deux préoccupations particulières, notamment sur l'orientation sexuelle qui a été abordée dans vos présentations. Alors, ma question est de savoir, et l'une des intervenants déjà l'a montré, l'hétérogénéité en fait du genre en fonction de la zone. Donc le genre est abordé différemment qu'on soit en Europe, en Occident, en Afrique et j'en passe. Donc sur l'orientation sexuelle en fait, quelle est la norme ou l'institution, la légitimité, je vais dire, de l'institution qui va définir ce qui est norme en termes d'orientation sexuelle? Je prends le cas de mon pays d'origine, le Gabon, où l'UNESCO a travaillé il y a quelques mois avec l'enseignement supérieur, le ministère de l'enseignement supérieur, par rapport à un programme lié à l'éducation sexuelle. Et donc, ils ont mis en place un ouvrage qui a été, je crois, à ce jour rejeté. Donc, je me pose vraiment la question de la légitimité de l'organe ou de l'entité qui va définir ce qui est la norme, en fait, en termes d'orientation sexuelle. Parce qu'il y a deux termes qui me sont venus à l'esprit lors de la première présentation, la pratique et la norme. Donc, en termes d'IVG, de homosexualité, on voit bien que la pensée évolue. Et j'ai bien aimé la définition qui a été donnée au début sur le développement de François Pérou. Donc, la combinaison des changements mentaux et sociaux d'une population qui la rend apte à croître durablement et cumulativement son produit intérieur brut. Donc, il y a la dimension quantitative et qualitative dans cette définition. Donc, si les mentalités, de mon point de vue, régressent dans un pays et on a tout ce qu'il faut en termes de biens sociaux, de routes, d'infrastructures, est-ce qu'on est toujours développé à ce niveau? En fait, c'est quoi le développement finalement? Et ma deuxième question porte sur la femme, vu que c'est elle qui est mise ici en avant. Je lisais un document il y a quelques années et dans le document montrait que la prostitution concourait à l'activité économique. Donc, ce n'était pas quelque chose de prohibé, mais il y avait des lois autour de cette activité qui permettaient aux femmes d'exercer librement cette activité dans un pays européen que je ne vais pas citer. Et voilà, même au niveau des publicités, on le voit un peu, l'instrumentalisation de la femme. Donc ma question est de savoir, est-ce qu'au finish, la femme est un instrument au service de l'essor économique d'un pays? Je vous remercie. Merci. Je crois qu'on peut laisser donc la place aux réponses. Et Elisabeth, vous voulez peut-être commencer? Je peux. Ok, merci. Bon, moi je suis allemande. L'Allemagne fait partie des pays qui laissent, où les travailleuses de sexe ont une déclaration équivalent URSSAF, et voilà, médecine de travail et cotisent, etc. Bon, voilà, en France, il y a une posture officielle, a priori plutôt abolitionniste. Pour moi, c'est vraiment une question hyper complexe où je vous invite de ne pas faire des conclusions hâtives et trop rapides, parce que je crois que c'est très important de regarder de très près. Il y a beaucoup de différents cas de figure. Il
y a aussi les femmes qui sont victimes de trafic, qui sont victimes d'un système prostitutionnel qui mafieuse, quoi. Et donc voilà, il y a beaucoup de différentes cas de figure. Et voilà. Personnellement, je suis parfois un peu en difficulté avec une posture strictement abolitionniste qui parfois ferme un peu les yeux aussi à certains aspects, même si sur le fond, je reste très heurtée par l'idée que des femmes vendent leur corps de ce côté, dans ce sens-là, même si évidemment travailler durement physiquement toute la journée, c'est aussi une forme de vente de son corps. Donc bon, question sur laquelle je tape un peu en touche dans le sens de mettre en garde sur la complexité. L'avant-dernière question, qui définit la norme? Bon, je pense que vous faites référence à ce travail que l'UNESCO a essayé de mener dans pas mal de pays en Afrique sur l'éducation complète à la sexualité. Bon, déjà le terme, je trouve ça pas forcément très réussi. Qui définit la norme, c'est très difficile. En même temps, cette idée de dire il faut donner aux jeunes les connaissances qui leur permettent de faire des choix éclairés me semble quand même une piste tout à fait pertinente. J'ai souvent eu ces discussions dans différents pays et on me dit souvent en parler, c'est leur donner l'idée de tester. Il ne faut pas en parler. Mais bon, en même temps, on me dit que les filles attrapent des grossesses à 13 ans, comme le Covid, quoi, on attrape ça. Et on déresponsabilise souvent beaucoup les hommes qui étaient quand même impliqués dans ces grossesses. Et donc voilà, dans l'esprit des sciences de l'éducation, donner les connaissances, ça permet quand même aussi de faire des choix éclairés. Dans ce sens-là, je défends ça. Mais bien sûr, la question qui définit la norme est extrêmement compliquée. La norme, pour moi personnellement, c'est les droits humains. Et on sait très bien que dans beaucoup de pays, les personnes qui font partie des communautés LGBTQIA+, sont persécutées, leurs droits humains ne sont pas reconnus. Il y a quelques années, il y a un responsable d'une ONG qui lutte contre le sida et qui en réalité défend beaucoup les droits des personnes homosexuelles. Il m'a expliqué, mais au Cameroun, pour beaucoup de personnes, en fait, les homosexuels ne sont pas des êtres humains. Donc la question ne se pose même pas. Donc c'est extrêmement violent. Mais voilà, après, bien sûr, on peut discuter aussi sur les droits humains. Est-ce que ce n'est pas très occidental, finalement? Et est-ce que ce n'était pas, en réalité, plutôt occidentalo-centré, plus que réellement universaliste? Ce débat, je l'entends tout à fait, mais voilà, autour de tout ça, je sais que les sensibilités sont très fortes. Ce que je revendique peut-être sur ce sujet-là, c'est de garder le dialogue ouvert, qu'on puisse en parler, qu'on puisse en discuter et qu'on puisse échanger là-dessus. Mais bon, votre argument sur le temps, la temporalité, peut être appliqué sur un peu tout l'aspect du développement. On peut aussi dire, bah oui, on a mis très longtemps pour être industrialisé aussi. On a mis très longtemps pour l'arrivée de l'éducation universelle. Est-ce qu'il faut laisser ce temps à d'autres pays? Voilà. Bon. Je ne vais pas monopoliser la parole. Je laisse les autres questions aux autres personnes. Alors moi, sur la question de la temporalité, c'est moins la temporalité que la possibilité pour chaque société de construire un discours propre sur ses valeurs, sur ce qu'elle veut pour elle-même, etc., pour les individus. Mais même lorsqu'on étudie l'histoire de l'Afrique, par exemple l'histoire des sociétés africaines qui sont très diverses, on voit qu'il a toujours existé des mécanismes de maintien de la paix, les mécanismes de régulation des rapports entre les hommes et les femmes, entre les différentes catégories sociales. Pourquoi ne pas réactiver ces mécanismes? Moi, la difficulté, c'est qu'on est dans des discours de rejet. On est souvent dans des discours de rejet, en réaction, et très peu dans la réflexion pour remobiliser ces cadres traditionnels qui apportent beaucoup de réponses.
Et voilà, comme vient de le dire Isabelle, moi, ma limite, c'est vraiment sur la question des droits humains, même si c'est un concept... moi, je ne pense pas que ce soit un concept occidental, les droits humains, puisque je viens de dire qu'il y avait des mécanismes traditionnels pour réguler ces questions. Mais c'est comment on peut préserver, on peut éviter, lutter contre les violences, parce qu'on ne peut pas accepter des violences contre les personnes, contre les femmes, contre les personnes qui ont une orientation sexuelle différente. Mais on peut travailler sur des réponses propres, sur des cadres législatifs, etc., qui se réfèrent à des mécanismes traditionnels qui régulaient les rapports entre les individus dans les sociétés africaines. Je remercie Thierry Amougou pour son commentaire et sa question. Je voudrais lui dire que ces problèmes, on le trouve fortement dans les zones où nous avons travaillé, dans les Andes. Et il y a un élément qui est important, c'est voir qu'aujourd'hui, en Amérique latine, je ne sais pas si c'est le cas de l'Afrique, par exemple, il y a des réseaux internationaux de traite des êtres humains. Et ça, c'est un élément tout à fait nouveau parce qu'on agit à une autre échelle. Hein. Ça, c'est un élément... le nombre de femmes disparues les derniers temps au Pérou est énorme. On n'a jamais vu une chose pareille. Et ça veut dire que ça s'est fait en complicité avec une pluralité d'acteurs aussi. Et il faut faire face. Mais deuxièmement, il y a aussi des mouvements conservateurs qui ne veulent pas qu'on discute de ça à l'école. Avant, on pouvait discuter de ces thèmes à l'école. Et aujourd'hui, on dit, avec ma famille, tu ne dois pas te mélanger. Tu ne dois pas discuter et te mélanger dans des affaires internes. Alors, ça veut dire que je pense qu'il y a une rupture importante. Et ça montre que cette vision du corps comme un objet qui n'appartient pas à la femme se manifeste dans cette violence. Bon, je ne vais pas répéter, mais je trouve que c'est un thème crucial et qui a traversé différents moments de l'histoire de nos sociétés. Merci. Bon, je voudrais d'abord dire que je suis vraiment d'accord avec toutes les interventions qui ont été dites ici et donc je ne vais pas recommencer à dire la même chose, mais je pense quand même que la question autour de la prostitution, abolitionnisme ou travailleuses défenseuses du sexe, c'est vraiment un débat et c'est compliqué de prendre des positions vu la diversité des situations. Je voudrais rajouter, peut-être compléter un peu par rapport à ce que Isabelle vient de dire sur ces mouvements conservateurs et notamment le travail dans les écoles qui se fait autour de l'éducation affective et sexuelle. Et vraiment, je voudrais souligner un débat qui a été très très fort en Belgique cette dernière année, autour de ce qu'on appelle l'éducation EVRAS, donc qui était l'éducation dans les écoles sur les relations affectives et sexuelles, et donc sur la question du consentement, mais aussi sur la question des choix sexuels. Et ça a vraiment été dans la logique que tu disais, où il y a eu tout un mouvement conservateur qui a dit non, nos enfants deviendront tous des transgenres, etc. Et on fermait les yeux sur tous les enjeux autour des consentements et autres. Et ça a été très très fort, parce que ça a été même violent. Il y a des écoles dans lesquelles il y a eu des violences, des explosions, donc ce n'était pas quelque chose d'anodin. Ben voilà, aujourd'hui ça continue en tout cas. Et alors juste répondre aussi à quand même la question du panel, parce qu'on s'est quand même aussi interrogé en disant oui, nous sommes ici que des femmes et ben voilà, ça s'est mis comme ça, je ne sais pas. Mais peut-être il y aurait pu y avoir des hommes parce que je pense que de plus en plus, on travaille sur les questions des masculinités et c'est beaucoup des hommes qui portent ces questions-là. Il y a énormément de financements qui vont aussi sur ces enjeux-là, mais c'est plus nouveau. Merci. Alors, sur ce point, oui. Juste dire, le monsieur qui a posé la question sur la RDC, sur l'Est de la RDC, si on avait des réponses pour comment briser ce cycle de violence, on l'aurait dit. Je suis désolée, aucune de nous a réagi, mais parce que la situation est absolument tragique. Vous avez raison.
Alors, sur ce point de la mixité, d'abord, je voulais souligner qu'on s'est posé la question dans le comité d'organisation pour savoir s'il était effectivement souhaitable et effectivement d'avoir des intervenants qui ne soient pas uniquement des femmes sur cette question pour justement ne pas en faire une question spécifique réservée aux femmes. Bon, on a fini par aboutir à la composition que vous voyez, mais néanmoins, vous voyez qu'on a eu un débat qui est très mixte. Ce qui, pour réagir un petit peu et faire une toute petite remarque, c'est qu'hier, on a eu une séance plénière d'introduction avec une conférence absolument passionnante et un débat très intéressant, mais où aucune collègue femme n'est intervenue. Donc voilà, là, on a un petit progrès. Et ce n'était pas une table ronde sur les masculinités. Oui. Et par ailleurs, ce que je voulais souligner, c'est qu'effectivement, on a des vraies questions qui sont posées sur la conditionnalité, la pression d'ingérence de ces questions, etc. Mais ce que vient de dire Sophie sur ce qui se passe dans les écoles en Belgique, c'est exactement la même chose en France et aussi aux États-Unis et dans d'autres pays. Donc, de la part de mouvements conservateurs, le refus de, je dirais, l'éducation, de l'éducation sexuelle non sexiste, etc., des enfants, et le refus de la liberté d'orientation sexuelle au nom de ce qui serait soi-disant des valeurs d'un occidental, eh bien, je pense qu'il faut se faire très attention à cette dichotomie qui est largement artificielle parce que précisément, on se retrouve avec exactement les mêmes problèmes en France, aux États-Unis, en Belgique et dans d'autres pays du même genre, donc avec des débats qui finalement, peu ou prou, sont les mêmes que ceux qu'on peut voir en Afrique ou dans les Andes, d'une certaine façon. Donc, j'invite aussi à un décentrement du regard par rapport à ça. Alors, merci aux intervenantes, merci d'avoir tenu le temps et merci pour votre participation et votre concentration. Tu veux dire quelque chose, Claire? Non, on va aller manger au Crous comme hier.